Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, je me présente, je suis Sébastien Le Foll, le directeur de la rédaction du journal Le Point, et je suis très honoré de vous recevoir dans cet amphithéâtre. Alors je dois vous faire un aveu personnel, moi qui ne me suis pas beaucoup attardé à l'école après mon bac, c'est toujours très intimidant d'être ici à la Sorbonne. Vous pourriez venir éventuellement faire un petit test, vous verriez, c'est très très impressionnant. Mais enfin bon. Alors nous allons parler du temps et de la politique aujourd'hui. Est-ce que la politique est otage du temps? D'ailleurs, ce débat aurait pu s'intituler « Gouverner face à l'impatience des citoyens que nous sommes », qui ne nous comportons d'ailleurs pas toujours en citoyens, mais en individus avant tout. Et nous attendons une réactivité. Il semble-t-il jamais eu une telle dichotomie entre la réactivité attendue par les citoyens et le temps nécessaire à la construction d'une décision politique. Alors, à l'heure des urgences climatiques, économiques, géopolitiques, il nous a paru intéressant de réfléchir à cette question en compagnie à la fois
de personnalités qui ont réfléchi à la question, mais aussi d'hommes et de femmes de pouvoir. Je vais donc vous demander d'accueillir nos invités. Tout d'abord, une femme importante, moi à mes yeux, une intellectuelle de haut vol, une sociologue de haut vol, qui a pour habitude de travailler sur le temps long, spectatrice engagée et avisée, qui fut membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010, qui est aujourd'hui présidente du Conseil des sages de la laïcité et l'éducation nationale. Et son dernier livre, écrit il y a déjà quelques années, mais qui est paru seulement cette année, décalé à cause du Covid, porte un titre prémonitoire et ô combien d'actualité, Temps inquiets. Je vous demande d'accueillir Dominique Schnapper. Bonjour Dominique Schnapper. Notre deuxième invité est à la fois écrivain, professeur, il a été conseiller spécial d'un président de la République, fondateur de 4 organisations internationales, dont Positive Planète. Il a également été chef d'orchestre. C'est un homme sur lequel on fantasme beaucoup, et d'ailleurs parfois même de la pire des manières. On l'a encore vu récemment sur un mur à Avignon. Il a écrit plus de 83 livres, dont le dernier fait réussir la France, est sorti chez Fayard. Et on pourrait se demander à son propos, mais comment trouve-t-il le temps de faire tout ça? Je vous demande d'accueillir Jacques Attali. Notre troisième invité est aujourd'hui avocat, cabinet Auguste Debouzy, mais il a été avant ça une riche carrière politique, qu'il était à la fois ministre délégué du budget, des affaires européennes, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Ses souvenirs d'ailleurs de Premier ministre portaient un titre qui, en rapport avec notre sujet aujourd'hui, chaque jour compte. Mais cet homme sait aussi qu'il faut laisser du temps au temps. Je vous demande d'accueillir Bernard Cazeneuve. Notre quatrième et dernier invité est venu en jean. On le dépeint parfois comme un homme pressé, mais peut-être que le temps joue pour lui. Vous savez déjà qui c'est. Il était Premier ministre récemment. Il a publié plusieurs livres, dont un livre qui raconte son expérience, Impression et lignes claires. Merci d'accueillir Édouard Philippe. Alors je vous rappelle le principe de ces rencontres de la Cité de la Réussite. Nous allons d'abord avoir un premier échange et ensuite plusieurs étudiants vont questionner nos invités. Alors je viens d'ailleurs de me rendre compte, avant de monter sur scène, que pour une manifestation dédiée au temps, on m'a signifié qu'il n'y avait pas d'horloge pour que je puisse mesurer ce temps. Et bien donc nous avons tout notre temps. Alors, la première question que je voudrais... C'est trop tentant, mais ce n'est pas seulement une question de journalisme. Beaucoup de personnes se la posent dans la salle. Je vais d'abord la poser à... Alors, je crois qu'il y a eu, on peut le dire, il y a eu un accord entre nous avant. Les 4 invités étaient d'accord, sous la suggestion d'Édouard Philippe, que les questions difficiles vous étaient d'abord posées à vous, Bernard Cazeneuve. Bon, d'accord.
Oui, les questions difficiles me sont d'abord posées à moi et le début de la réponse est, comme je l'ai dit en tête-à-tête à Édouard Philippe la semaine dernière, ce qui sera de nature à détendre l'atmosphère. Alors nous vivons une situation politique particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui est le maître des horloges aujourd'hui ? D'abord, je ne sais pas si ça vous a échappé, vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité de très près, et vous avez dû vous rendre compte que ce concept est un concept nouveau. Si j'ai bonne souvenance, c'est un concept qui doit avoir à peu près 6 ans d'ancienneté. Oui. Et qui a été inventé pour permettre à ceux qui pouvaient être dans le besoin de prendre leur temps, de pouvoir le prendre sans que jamais rien ne leur soit reproché. Si bien qu'il leur arrive de le prendre au-delà de ce qui est nécessaire. Donc le maître des horloges est celui qui s'est autoproclamé comme tel. Et c'est celui qui, sur les décisions les plus importantes, dans les moments politiques les plus tendus, se donne le temps de prendre le temps pour faire les choses comme il l'entend, en essayant de faire en sorte que notre patience ne soit pas usée. Prendre son temps, autant qu'il est nécessaire, il y parvient. Que notre patience ne soit pas usée, la démonstration reste à faire. Ça te va ? Édouard Philippe. Vous avez saboté le micro avant de répondre. Ça va bien marcher comme ça? Voilà, ça marche. Il faut souvent s'y prendre à plusieurs fois. Écoutez, j'ai toujours eu l'impression qu'on faisait du temps, de la question du maître des horloges, un apanage exclusif du président. Et c'est au fond assez classique parce que sous la Ve République, les présidents eux-mêmes, et à leur suite un grand nombre de commentateurs et de responsables politiques, on semblait considérer que parce que le président de la République était dans les institutions, parce que le président de la République était, parce que la présidence de la République était la clé de voûte des institutions, il appartenait nécessairement au président d'être à la fois le maître des horloges et la source de toutes les décisions et de tous les pouvoirs qui pouvaient s'incarner et se mettre en œuvre dans la Ve République. Et certes, bien sûr, il y avait eu des moments un peu aberrants où il y avait eu une cohabitation, mais au fond, c'était l'exception qui confirme la règle. En France, on aime que les exceptions viennent confirmer les règles. C'est pour ça que la grammaire française est compliquée, c'est pour ça que le droit administratif est plein d'exceptions. Donc on aime bien les exceptions. La vérité vraie, à mon sens, c'est que depuis le début, et même dans les moments de plus grand pouvoir présidentiel, la Ve a toujours été un régime parlementaire, et que les régimes parlementaires ont ceci de savoureux et de parfois inquiétant, et les électeurs ont ceci de savoureux et de parfois vertigineux, qu'à la fin, eux aussi utilisent les institutions pour nous dire des choses. Et manifestement, c'est eux qui se sont servis des institutions pour nous dire des choses. Et donc, j'ai tendance à penser que de maître des horloges, il n'y a pas. En revanche, il y a des institutions qui se respectent, qui s'appliquent. Ce n'est pas les institutions qui s'appliquent, ce sont les règles de la Constitution qui s'appliquent. Et qu'il faut prendre autant au sérieux les électeurs dans ce qu'ils ont dit, et qui n'est pas forcément ce qu'on avait envie d'entendre, que les institutions et les règles constitutionnelles qui doivent être appliquées. Donc je ne sais pas s'il y a un maître des horloges, mais j'ai bien vu qu'il y avait encore des horloges. Dominique Schnapper, vous l'avez dit, écrit, vous êtes frappé par ce que vous appelez la discordance des temporalités entre
l'attente de l'individu démocratique qui veut tout de suite, et les institutions qui doivent prendre le temps. La décision politique, ça nécessite du temps. Est-ce que cette discordance vous semble aujourd'hui jusqu'à un point de rupture quasiment? Alors j'espère que le mien fonctionne. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui. Ah oui, en effet. Bon, alors Sébastien, vous êtes intimidé d'entrer à la Sorbonne. Moi, je suis intimidé de parler politique devant 2 anciens premiers ministres. Et je me dis que les académiques devant eux doivent se sentir très modestes puisqu'ils n'ont pas la même expérience. Parce que ce que je voulais simplement dire pour introduire la discussion, c'est effectivement la discordance entre les temporalités. Et évidemment, dans les démocraties, nous sommes soumis à la temporalité des élections. Le temps électoral est quand même premier. Il est premier. Et en France, comme on a beaucoup d'élections, on est pratiquement tout le temps en temps électoral. Et alors évidemment, ça pose des problèmes parce que être démocrate, c'est pas avoir une aspiration à la liberté, puisque je crois que tous les peuples ont une aspiration à la liberté, mais c'est respecter des institutions démocratiques. Et évidemment, le temps électoral est très souvent en discordance avec le temps des institutions. Or, s'il n'y a pas ce respect des institutions, il n'y a pas de démocratie. Et c'est pour moi ce qui est au cœur. Alors, pour notre discussion, il faut du temps pour élaborer une décision, il faut les discuter, il faut faire des compromis, il faut les faire voter, il faut les faire consulter au Conseil constitutionnel, il faut ensuite prendre des décrets, les appliquer. Bref, le temps d'une décision législative est un temps très long qui ne répond pas à l'immédiateté et aux besoins d'émotion de la société actuelle. Le temps de la justice est décalé par rapport aux émotions et aux passions. Donc il faut du temps pour prendre la décision. Beaucoup de décisions sont à portée qui dépassent tout à fait les temps électoraux. Et là, il y a une source, je crois, de difficultés pour les gouvernants et donc pour les gouvernés aussi. Jacques Attali, vous dites aujourd'hui il faut absolument donner le pouvoir aux générations futures, il faut prendre des engagements dès maintenant pour les générations. Mais est-ce que, à l'heure de l'urgence, de cette impatience qu'on a décrite à l'instant, s'engager sur des mesures qui prendront effet en 2030, 2040, est-ce que c'est audible encore? Est-ce que c'est politiquement audible? Moi, j'ai toujours travaillé, quand j'écris ou quand je réfléchis, sur le très long terme pour comprendre le présent et l'avenir. Je crois qu'on ne peut absolument rien comprendre à nos sociétés si on ne regarde pas mondialement, au moins, et si on ne regarde pas sur 3000 ans, au moins. Et j'ai toujours fait comme ça, et j'ai toujours cherché, dans tous les domaines sur lesquels j'ai eu à travailler, à essayer de comprendre quelques grands invariantes de nos structures et en déduire ce qui peuvent être des lois pour le présent et l'avenir. Et je pense encore aujourd'hui que ce n'est que dans une vision longue, très longue des choses, qu'on peut espérer prendre des décisions immédiates qui ont du sens. C'est d'ailleurs ce que chacun d'entre nous faisons quand on attache la moindre importance au sort de ses enfants et quand on se préoccupe dans nos décisions de ce qui sera pour eux. Pour les plus jeunes d'entre nous dans cette salle auront l'âge que certains d'entre nous ont ici en 2080, et donc nous prenons des décisions aujourd'hui qui auront des conséquences en 2080. La France elle-même n'est qu'un minuscule canton de l'univers, comme disait François Mitterrand, et ce minuscule canton n'a de sens que si on le replace dans un ensemble beaucoup plus vaste, un ensemble dans lequel les démocraties sont minoritaires, dans lequel la place de la France elle-même n'a jamais été celle d'une superpuissance, jamais, parce qu'elle n'a jamais réussi à faire d'être ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire une grande nation maritime, alors qu'elle en avait tous les moyens, parce qu'elle n'a jamais réussi à créer les conditions d'une stabilité politique qui lui permettait d'avancer par des réformes et non pas par des révolutions, alors que la France, ayant choisi d'être de priorité, donner la priorité à sa dimension rurale. On préfère ces fromages du gruyère au comté à tout ce qu'on peut apporter du reste du monde et qui nous apporte des technologies et des richesses diverses. C'est comme ça. Et donc nous avançons, nous, en France,
petit, minuscule canton de l'univers que d'une façon révolutionnaire. Et il y a eu d'ailleurs depuis 1945 3 moments révolutionnaires. Je pense que nous approchons d'un 4e moment, et tout ce qui se passe en ce moment dans ce minuscule canton doit être vu au regard de ce qui se passe dans le reste du monde. Je rappelle que nous sommes au milieu de 1000 tragédies et qu'un des grands problèmes de nos hommes politiques, c'est qu'ils ne savent plus, par manque de culture, les présents acceptés bien sûr, que l'histoire est tragique, que le pire est probable et que la seule façon de l'éviter, c'est de le prévoir. Le pire, c'est quoi? C'est la crise climatique qui aboutit à des dictatures et à des migrations énormes. C'est une guerre qui peut tourner à une guerre nucléaire. C'est une Europe qui peut se défaire. C'est des valeurs démocratiques qui sont en train, en effet, de se dissoudre dans la haine des uns et des autres, dans des petits conflits personnels d'une grande violence. C'est l'absence de ce qu'on appelle en allemand Weltanschauung, vision du monde, d'où découlerait un projet, d'où découlerait un consensus qui viendrait d'abord et avant tout de la prise de conscience de tous les dangers dont je viens de parler. Il n'y a pas de projet individuel ou collectif sans peur des dangers et sans volonté de les dépasser, sans réflexion sur la stratégie. Or, de tout ce que je viens de parler, qui peut paraître relativement anachronique ou dérisoire, il n'a pas du tout été question dans les élections présidentielles depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on ne parle pas d'avenir, on ne parle que de querelles de personnes, de rivalités, si on veut être grandiose, on dirait shakespearienne, alors que les lois de l'histoire sont marxistes et pas shakespeariennes. Et on en est forcément à un moment de dissolution des enjeux collectifs à cause de ça. Alors, même si je reste peut-être un des derniers à le penser, je pense que rien n'a de sens si on ne pense pas long, très long. Et j'ai dit en effet, puisque vous avez la gentillesse de le citer, que pour moi, la seule façon de rendre du temps long, c'est d'inscrire dans nos institutions, qui sont magnifiques et si précieuses et si rares, un petit changement institutionnel qui rendrait le temps long obligatoire, qui serait simplement de dire dans la Constitution, toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Bien sûr, c'est très difficile à définir. Mais le juge constitutionnel commencerait par le faire et progressivement le politique se rappellerait que c'est son devoir que de ne pas prendre de décision contraire aux générations futures. Il finirait par y réfléchir, il s'imposerait des mesures d'impact permanentes et peu à peu, ce qui pourrait apparaître au début comme un arbitraire du juge viendrait le fondement de la démocratie qui aurait enfin donné le droit de vote aux générations futures. On reviendra précisément sur ce point. Sur le temps long, là je voudrais interroger nos 2 premiers ministres. Comment intègre-t-on le temps long à la gestion quotidienne? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le temps long quand on est aux affaires? Bernard Cazeneuve. Oui, reprenant ce qui vient d'être dit par les principaux intervenants, et puis me fondant aussi sur l'expérience qui a été la mienne lorsque j'étais au gouvernement, je voudrais partager avec mes amis et puis avec vous tous quelques réflexions. La première, c'est que ce qui me frappe dans l'exercice du pouvoir, et comme je l'exerçais en étant un peu entomologiste, j'ai pu regarder la manière dont les uns et les autres pouvaient se comporter face à la responsabilité publique et à la manière dont je pouvais me comporter moi-même. Il m'est souvent arrivé de constater que beaucoup de ceux qui se voient investis d'une responsabilité éminente sur des sujets qui renvoient au temps long oublient très vite, par l'effet de la numérisation de la société, la pression exercée par les chaînes d'information en continu, le prisme de certains journalistes, qui n'ont pas tous votre talent, finissent par être convaincus que leur personne est infiniment plus importante que la mission qui leur a été confiée. Et à partir du moment où vous finissez par perdre de vue que ce dont vous êtes dépositaire, la légitimité qui vous a été confiée par la nomination du président de la République, par le fait qu'il y ait un Parlement au sein duquel il y ait une majorité qui vous soutienne, est une légitimité éphémère,
que le pouvoir dont vous êtes détenteur est extraordinairement fragile, parce que vous pouvez à tout moment trébucher, et que ce pourquoi vous avez été nommé est finalement l'essentiel, et que votre personne est une toute petite chose dans le tout petit canton dont parlait Jacques Attali tout à l'heure, si vous perdez de vue cela, alors vous tangentez la faute politique, et vous finissez par sombrer dans un trait de l'époque qui explique, cher Édouard, une grande partie de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la névrose narcissique de la classe politique. À partir du moment où l'on est incapable de dépasser sa propre personne pour se projeter dans le temps long de l'histoire de son propre pays et de ses enjeux, à partir du moment où on est incapable de ne pas céder à ce qu'est la pente narcissique de l'époque pour traiter de l'essentiel, on perd de vue ce temps long. Premier élément. Deuxième élément, la plupart des sujets qui se présentent à nous, qu'il s'agisse de la situation internationale et des tensions extrêmes qui existent non seulement en Europe, mais également dans la bande sahélienne, dans la zone indo-pacifique, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, où beaucoup de décisions sont à prendre qui ne doivent pas être, Jacques avait raison, contraires aux générations futures, on voit bien que tout ce qui doit être fait dans l'exercice du gouvernement est de nature à créer des tensions extrêmes au sein de la société. Parce qu'il faut faire des choix, ces choix sont difficiles, ils appellent la convocation du courage politique. Et précisément, comme la pression qui s'exerce sur ceux qui ont une responsabilité est une pression qui les conduit à être finalement obnubilés par eux-mêmes, ils ne prennent plus le risque du courage. Le courage est un risque considérable qui implique à un moment donné que devant les Français, on cherche à convaincre et non pas à séduire, et qu'on prenne la responsabilité de déplaire. De déplaire non pas parce que l'objectif est de déplaire, mais de déplaire parce que le courage politique appelle à un moment donné qu'on prenne des décisions qui tranchent parce que l'intérêt du pays l'appelle. Et donc, le deuxième élément qui me paraît fondamental et sur lequel je voudrais insister par-delà le trait de l'époque, c'est la nécessité de ne pas perdre de vue l'éthique de la responsabilité et le courage. Troisième élément, Jacques disait tout à l'heure que rien ne devrait être acceptable qui ne serait pas conforme à l'intérêt des générations futures et propose d'inscrire cela dans la Constitution. Si nous inscrivions cela dans la Constitution, ça veut dire que nous donnerions une portée normative et juridique à un principe politique qu'on considérait comme éminent. Et que par conséquent, il faudrait permettre au juge constitutionnel de pouvoir trancher lorsqu'il estime, saisi soit dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, soit par les parlementaires, que la décision qui a été prise n'est pas conforme aux intérêts des générations futures. Mais je voudrais prendre un exemple concret pour montrer à quel point il est difficile, y compris quand on veut s'inscrire dans le temps long, d'être sûr de prendre toujours la bonne décision. Et je prends l'exemple qui est celui du réchauffement climatique. Beaucoup d'acteurs dans la société française pourraient considérer... Il y a des questions d'étudiants sur ce sujet plus tard. Beaucoup d'acteurs pourraient considérer dans la société française que le nucléaire est un problème majeur pour les générations futures parce que le stockage des déchets engage les générations futures pour des décennies et des décennies et que par conséquent, poursuivre dans l'énergie nucléaire pose le problème du stockage des déchets et rend incompatible la mise en œuvre du principe constitutionnel évoqué par Jacques tout à l'heure. Mais si on se place du point de vue du réchauffement climatique, comment est-ce qu'on lutte contre le réchauffement climatique sans l'énergie nucléaire? Bon, je pose cette question volontairement en arrimant mon raisonnement à ce que vient de dire Jacques, parce que les meilleurs principes qui nous renvoient aux questions les plus fondamentales et qui s'inscrivent dans le temps long ne dispensent pas de l'âpreté du débat politique, de la complexité de la confrontation politique. Et on ne peut pas tout mettre dans le droit. On ne peut pas mettre tout dans la norme, parce qu'à un moment donné, lorsque le juge devra traiter de ce que la norme inclut de principe, et qu'il sera trouvé, sur le sujet que je viens d'évoquer, confronté au dilemme dont on parle, il sera bien en peine pour le faire. Donc, pour terminer, pas de temps long si il n'y a pas des serviteurs de l'État et qui ne sont pas comme autant de narcisses, et pas de temps long si on ne remet pas au cœur de l'action politique le courage. Édouard Philippe. D'abord, je voudrais
si vous me le permettez, avant de répondre à la question que vous venez de poser, répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Mais comme je suis un esprit plus lent que ce que vous imaginez, j'ai seulement ma réponse maintenant. Et la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur le maître des horloges, c'est pas simplement une formule, c'est fondamentalement ce que je pense. Et ça n'est pas sans lien avec ce que vient de dire Bernard. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, c'est l'horloge qui est le maître. Et en réalité, une horloge, c'est une mécanique qui a ses règles, qu'on peut au mieux remonter pour qu'elle fonctionne, qu'il est inouï d'imaginer pouvoir stopper, car si on l'arrête et si on la stoppe, l'horloge, alors fondamentalement, elle ne sert plus ce à quoi elle a été, ce pourquoi elle a été pensée et ce à quoi elle doit répondre. Et donc, en réalité, il faut s'envisager non pas comme le maître des horloges, il faut s'envisager comme celui qui a besoin de l'horloge pour fonctionner. Ce sont aujourd'hui les horloges qui sont maîtres, ce qui nous permet en plus d'insister sur le fait que nous avons sans doute des urgences qui ne sont pas immédiates. Alors je sais que c'est curieux, mais les urgences auxquelles nous devons faire face ne sont pas immédiates. Elles sont certaines, mais elles ne sont pas totalement immédiates. J'ai souvent coutume de dire que, et c'est bien là le problème, parce que vous pouvez tout à fait dire qu'un jour, nous allons avoir en France un problème majeur et probablement violent avec notre situation financière et notre dette. Il y a des gens qui contestent ça, hein, des économistes. Alors, des économistes qui vous expliquent qu'en fait, c'est pas grave la dette, qu'il suffit de pas vouloir la rembourser, bref. Ça dépend lesquels. Mais c'est aussi difficile de mettre deux économistes d'accord que de mettre deux juristes d'accord. Donc, et récemment, j'ai vu que c'était compliqué de mettre des médecins d'accord aussi, mais c'est une autre histoire, nous y reviendrons. Mais j'en ai un bon souvenir, enfin, j'en ai un souvenir précis, plus exactement. Bon, moi, je prétends l'inverse. Je pense que si nous ne faisons pas attention, un jour, nous allons avoir un problème majeur avec notre dette. Ça me paraît assez certain, mais je ne sais pas vous dire quand. Je ne sais pas vous dire si c'est dans 6 semaines, dans 6 mois, si c'est dans 6 ans ou si c'est dans 60 ans. Ça, je ne sais pas le dire. Et de la même façon, bon, voilà. Donc le problème, c'est que les urgences, même le réchauffement climatique, c'est déjà là, le problème est déjà énorme, il est déjà certain que c'est un sujet considérable, mais nous vivons, nous, dans nos vies quotidiennes, au fond, comme si ça n'était pas un problème immédiat. Nous savons tous que c'est quelque chose avec quoi nous devons faire attention. Mais personne ne l'envisage comme un problème de vie ou de mort maintenant. C'est pour plus tard, donc il faut s'y préparer. Il faut prendre maintenant les mesures. Mais les effets ne sont pas, quand ils sont immédiats, on se dit c'est déjà là. Mais ça n'est pas une question de vie ou de mort maintenant, pour l'ensemble de nos sociétés, en tout cas perçues comme telles. Donc les horloges sont nos maîtres. Ça, c'est ma première réponse. Sur la question et sur la réponse de Bernard, je voudrais... En général, je suis assez d'accord avec ce que dit Bernard Cazeneuve. Alors, je vais essayer de donner une teinte peut-être un peu moins sombre à sa réponse, en disant que moi, ce qui me paraît le plus notable aujourd'hui et qui m'inquiète le plus dans cette appréhension du temps par le monde politique, ça n'est pas le travers narcissique dont je ne suis pas sûr qu'il soit propre à notre époque. Il est peut-être un peu plus accentué aujourd'hui qu'il l'était, mais toutes les époques ont connu, au fond, d'une certaine façon, ces travers narcissiques. Et heureusement, on oublie ceux qui les vivent le plus et on ne garde que les figures qui s'en étaient extraites. Donc je ne crois pas que ce soit une caractéristique de notre époque. Et je dirais même, peut-être avec un peu de naïveté, que je ne crois pas que notre époque se caractériserait par une absence de courage. Il faut définir ce que ce serait, mais je ne crois pas que ce soit la caractéristique de notre époque. Ce qui m'inquiète le plus, moi, dans la compréhension du temps et la prise en compte du temps dans l'action politique, c'est vraiment le défaut de pensée stratégique. Pas simplement, et entendons-nous bien, pas simplement des responsables politiques, bien sûr des responsables politiques, mais le défaut de pensée stratégique de notre pays, en tant qu'il est une nation, en tant qu'il est un pays, en tant qu'il réfléchit à ce qu'il veut être dans 30, dans 50, dans 100 ans. Ça, c'est frappant. Ça, c'est frappant. Pendant longtemps, l'État a été un instrument de la pensée stratégique.
instrument sans doute imparfait, instrument contesté parfois parce qu'on se disait après tout pourquoi il serait plus légitime pour définir la stratégie à long terme que tel autre groupement. Mais enfin, il avait aussi cette fonction. Et moi, je suis étonné de constater que dans la machine publique, dans la machine de l'État, dans le débat public, il n'y a plus de pensée stratégique particulièrement vive ou particulièrement saisissable. Et le constat, je vais vous dire, il est d'autant plus frappant que lorsque je fais mon boulot de maire au Havre, et je suis bien persuadé que Bernard est exactement dans la même situation à Cherbourg, dans nos décisions, il y avait, et il y a, toujours présent quelque part une pensée stratégique. Quand vous demandez à un maire d'une ville en France, d'une grande ville en France, comment il envisage sa ville à 30 ans, en général, il est extrêmement à l'aise pour vous répondre. En général. Et je vais vous dire, quelle que soit sa famille de pensée politique, il voit assez bien qu'en effet, dans 30 ans, ça va se passer à peu près comme ça, ce sera ici, dans tel quartier, qu'on aura développé tel type d'activité. Il peut se tromper d'ailleurs, hein, mais il a une pensée stratégique à 30 ans, on va dire, pour sa ville. Et ensuite, année après année, budget après budget, mandat après mandat, il inscrit son action dans cette pensée stratégique. Et comme il a du temps dans son action, eh bien, il obtient des résultats. Et vous avez des transformations urbaines qui correspondent à des pensées stratégiques. Je ne vois plus jamais ça dans l'action publique nationale. Je ne vois plus jamais une pensée stratégique qui se déploie à 30 ans ou à 40 ans. Ça peut arriver sectoriellement, et il y a des gens qui savent que c'est important, et donc il y a des exercices qui relèvent de cette logique. Les investissements d'avenir à une époque, le grand emprunt, tout ça traduit l'idée que nous savons confusément qu'il y a un problème. Mais de stratégie véritablement posée sur ce que la France doit être dans 30 ans ou dans 50 ans, il n'y a pas. Et de débat sur ce que la France doit être dans 30 ans ou dans 50 ans, veut être ou ne veut pas être dans 30 ans ou 50 ans, il n'y a pas non plus. Et il n'y a pas, je rejoins Bernard de ce point de vue-là, de débat politique au moment des présidentielles ou au moment des législatives, car en vérité, on pourrait imaginer que les deux moments soient le moment adapté pour avoir ce débat. Eh bien, ces débats-là n'ont pas lieu. Nous discutons de mesures, nous discutons de ce qu'il faut faire dans les 100 jours ou de ce qu'il ne faut pas faire dans les 100 jours, nous discutons de posture et d'idéologie, mais nous ne discutons pas et nous ne posons pas dans le débat public d'éléments stratégiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une nation. C'est emmerdant pour une démocratie, c'est ennuyeux mais c'est dangereux pour une nation. Si nous ne savons pas ce que nous voulons faire, nous ne sommes pas capables de nous rassembler. Et la France, c'est une nation politique. Elle n'a jamais été constituée en regardant dans le rétroviseur. Elle a toujours été constituée en essayant de rassembler dans un projet, parfois un peu fou, sans doute, ou idéaliste, mais dans un projet, les femmes et les hommes qui étaient nos concitoyens. S'il n'y a plus de stratégie, s'il n'y a plus d'action politique à long terme et de projet en France, alors, mesdames et messieurs, il n'y a plus de nation. Et ça, je vais vous dire, c'est un problème. Vous avez un point commun, tous les quatre, vous êtes ce qu'on pourrait appeler des modérés. Vous croyez à la rationalité, au pragmatisme, à la responsabilité. Ce pragmatisme-là, aujourd'hui, cette rationalité, semble de moins en moins partagée par les individus démocratiques. Est-ce que l'individu, Dominique Schnapper, démocratique, ne serait pas devenu irrationnel en attente d'une réponse globale, immédiate, même si elle n'est pas crédible, qui rendent justement votre pragmatisme-là, à tous les quatre, inaudible? Les démocrates doivent être des gens modérés, puisqu'ils doivent accepter que l'autre ait une opinion différente de la leur, et qu'il faut trouver un compromis pour gouverner ensemble. Donc il me semble que la modération est dans l'ADN de ce que doit être la démocratie, qui par définition ne peut pas être radicale, puisqu'elle s'inscrit dans une conception du monde qui pense qu'il peut y avoir plusieurs solutions, qu'il n'est pas évident que la vérité avec un grand V soit ceci plutôt que cela, qu'elle est une façon de gérer des conflits qui sont considérés comme normaux. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une certaine acceptation de cette idée de pluralité ou de pluralisme qui est contraire avec l'idée de radicalité. Et alors je voulais ajouter un mot sur l'idée du courage des hommes politiques. Il faut être courageux souvent pour un homme politique pour prendre des décisions qui seront impopulaires et qui lui coûteront son élection. Alors, ils peuvent être peut-être courageux, pas plus que les autres, pas moins, mais ils ont toujours le sentiment qu'ils remettent en danger leur carrière et leur réélection.
Moi, ce qui m'a frappé sur les politiques que j'ai fréquentées régulièrement au Conseil constitutionnel, c'est à quel point ce qui restait d'une vie politique, puisque c'était des gens qui étaient en fin de vie politique, ce qui restait très, très fort à leur conscience, c'était les campagnes électorales. Ils pouvaient en parler éternellement. Et ils avaient souvent combattu les uns contre les autres, mais c'était vraiment au cœur de leur ADN. Alors, du coup, comme on ne sait pas très bien, parce que ce qui est tragique, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on ne sait pas très bien les conséquences des décisions qu'on prend. Est-ce qu'il faut privilégier le problème des déchets? Est-ce qu'il faut privilégier le CO2? Rien de tout ça n'est très clair. Alors, on a ironisé tout à l'heure, à juste titre, 2 économistes, 2 opinions, on peut ajouter 2 sociologues, 2 opinions, je vous l'accorde entièrement. Et là, il y en aurait peut-être plutôt 3 ou 4. Mais, d'une certaine façon, le Covid l'a montré. On approche par tâtonnements successifs. Quand on a commencé le Covid, visiblement, les médecins ne savaient pas. Ils ont appris progressivement, ils ont dit des choses contradictoires, successives, qui correspondaient à l'avancement de la science. Et c'est là, enfin, c'est une des dimensions du tragique des décisions politiques, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la bonne décision. Ce qui fait que l'idée qu'il faut prendre une disposition constitutionnelle, d'abord, sur mon expérience du Conseil constitutionnel, l'idée de donner aux membres du Conseil constitutionnel ce pouvoir extrême me remplit d'inquiétude. En plus, ils n'ont pas la légitimité démocratique. La légitimité démocratique, c'est d'être élu. Il ne suffit pas d'être nommé par des gens qui eux-mêmes ont été élus pour disposer de la légitimité démocratique. Et puis, je ne suis pas sûre qu'ils en aient la capacité, pas plus d'ailleurs que d'autres, et qu'ils puissent être dans leur rôle que d'avoir ce rôle d'éclaireur sur le temps, parce que pas plus que les autres, ils ne peuvent maîtriser les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Eh bien, c'est vrai qu'il faut se mettre dans une perspective de 3000 années, mais c'est sur les 3000 années qui sont déjà passées, et pas sur les 3000 années futures, parce que là, vraiment, on ne sait pas. Je crois qu'il faut être modeste. Et donc, c'est difficile de gouverner, c'est moi ce qui m'apparaît évident, parce qu'on prend des décisions en n'ayant pas toutes les informations, et même si on avait toutes les informations, on ne peut pas maîtriser toutes les conséquences des décisions qu'on est amené à prendre. Je vous propose peut-être déjà de prendre des questions d'étudiants. Ils ont planché. Mais je pense que Jacques, vous verrez, il y a des questions qui vous sont destinées. Non, je voudrais commenter quand même, si vous permettez. Je m'octroie la parole. Premièrement, si j'ai dit qu'il fallait que le Conseil constitutionnel ait cette compétence, c'est justement pour que progressivement ils la perdent, parce que les politiques prendraient leurs responsabilités en faisant en sorte que leurs décisions soient vraiment conformes à l'intérêt des générations futures, ce qui est la moindre des choses, puisque c'est pour ça qu'ils ont été nommés. Sur la remarque très juste de Bernard tout à l'heure, c'est un équilibre à trouver, et c'est aux politiques à le trouver, et à justifier vis-à-vis de l'opinion, le Parlement et accessoirement le Conseil constitutionnel, qu'il vaut mieux à un tel moment le nucléaire ou pas le nucléaire, ça doit se justifier au sens de l'intérêt des générations futures. Pour ce qui est proprement de la France d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, moi ce qui m'inquiète de plus, c'est 2 choses. La première, c'est que j'ai vu tant d'hommes politiques commencer des conversations par des réflexions stratégiques de long terme, et la continuer et la terminer avec des listes pour parler des nominations qu'il fallait faire et des copains qu'il fallait dézinguer. Et rien d'autre. Mais c'est d'ailleurs pas spécialement vrai du politique. C'est vrai dans la vie de chacun d'entre nous. Nous aimons parler de sujets parfois médiocres. Pour ce qui est plus généralement de la France, ce qui m'inquiète, c'est de voir combien, depuis peut-être 25 ou 30 ans, et dans l'esprit de ce qui a été dit tout à l'heure par Édouard, on a détruit systématiquement le pouvoir politique. La première erreur, à mon avis, majeure, c'est la réduction du mandat du président de la République à 5 ans, qui est suicidaire pour les instances de long terme. C'est le fait qu'on a fait une décentralisation ni fait ni à faire, où on a 7 niveaux de compétences qui se mêlent, qui fait que même si en effet les maires
encore un sens du long terme parce qu'ils ont du temps, ils ont 6 ans devant eux, ils sont mêlés de choses incompréhensibles, et l'État est... souvent je dis que l'État est tétraplégique, il pense mais il n'a aucun impact sur le réel. Si on ajoute à ça la décentralisation, les privatisations qui privent l'État de toute compétence, les hautes autorités qui ont été commencées par être des conseils consultatifs et qui ensuite sont devenues des autorités qui ont privé l'État progressivement, des agences, la construction européenne, dont je défends l'importance, tout ça fait que l'État est un mythe. L'État français est un mythe, il n'existe pratiquement plus. Il est une machine à organiser des transferts et il a manqué progressivement tous les enjeux importants du long terme. Rien sur l'éducation, rien, qui devrait être notre principale préoccupation de long terme. Rien sur la francophonie, qui est notre avantage stratégique majeur à l'échelle du monde. Rien. Et ceci depuis 40 ans. Rien sur la francophonie. Et on pourrait aligner les problèmes sur lesquels la France ne se pense pas. Pourquoi ? Il me semble que la raison, et puis je vais terminer là, la raison pour laquelle la France ne se pense plus, c'est qu'elle ne sait plus encore clairement si elle doit se penser comme une dimension d'une entité qui la dépasse, c'est-à-dire une Europe politique dotée d'instruments de défense, d'instruments démocratiques, ou si elle doit encore se penser comme une nation qui a à définir son destin par elle-même. Et comme elle ne sait pas, elle est comme ce soldat qui est sorti d'une tranchée, qui essaye d'aller à la tranchée suivante, mais qui n'y est pas encore et qui d'ailleurs est très vulnérable. Et c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est une nation extrêmement vulnérable parce qu'elle n'a pas d'identité clairement assumée, d'être un acteur de la construction géopolitique d'une Europe qui serait la première puissance du monde. Regardons un peu avec peu de recul. L'Europe est la première nation du monde. Et enfin, je termine cette trop longue intervention en disant que le malheur de la France, c'est d'être tellement riche, collectivement, avec tellement d'âge, tellement riche, qu'elle peut se permettre beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et Dieu sait qu'elle en a fait. Nous allons prendre une première question. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Amaury, je suis étudiant en communication politique. Et ma première question s'adresse à M. Cazeneuve et M. Philippe. C'est sur le temps du clivage. Le temps du clivage politique qu'on observe avec les dernières élections législatives, mais aussi présidentielles, que les partis traditionnels ont fait des scores historiquement bas, que la gauche et la droite semblent divisées. Et est-ce que, selon vous, le temps du clivage gauche-droite qui a fait nos institutions et qui a fait la politique depuis des années existe toujours, ou est-ce que c'est un nouveau temps politique? Merci. Qui veut répondre? Est-ce que vous estimez que c'est une question facile? Trop facile? Comme Bernard Cazeneuve me le disait la semaine dernière, au cours d'une conversation dont nous étions convenus qu'elle ne sortirait pas. Alors moi, je vais vous dire, je ne sais pas très bien répondre à votre question, mais je peux quand même vous donner 2-3 éléments de réflexion qui sont fondés sur ce que je crois. Mais alors, j'ai beaucoup de désaccords avec beaucoup de gens que j'aime bien. Donc, ça fait longtemps que je crois, et je crois encore, que la gauche et la droite, ça continue à exister. Ça continue à exister, pour autant que ce soit des concepts bien solides. Hein. Bon, en vérité, ça continue à exister. Je pense que la gauche et la droite, ce sont aujourd'hui des cultures, des histoires, des héritages, des référentiels. Il y a une topographie de gauche et une topographie de droite. Il y a des gens dont le cœur bat plus vite quand on évoque Léon Blum, le Front Populaire, 1981, François Mitterrand, et d'autres dont le cœur bat plus vite quand on leur parle de 1958, le général de Gaulle, ou de Clémenceau, surtout à la fin de sa vie, parce qu'au début, c'est les autres. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais c'est vrai, ça existe. Et vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent bah, « moi, je viens d'une famille de gauche ». Ou d'une famille de droite. Et ils voient très bien ce qu'ils veulent dire. C'est des noms, c'est des prénoms, c'est des références. Ça existe. Bon. Et ça continue à exister, et mon sentiment, c'est que ça continuera à exister longtemps. Voilà. Alors après, mon analyse, c'est que depuis maintenant de nombreuses années, cette opposition, pas cette opposition, mais cette distinction entre la gauche et la droite ne suffit plus à expliquer le débat public. Et qu'au fond, la ligne de séparation entre la gauche et la droite, pour autant qu'elle soit claire, n'est plus opérante
pour expliquer les grands débats sur les grands sujets. Voilà, la ligne de débat, de séparation entre la gauche et la droite n'est plus opérante quand il s'agit de traiter de la question de l'Europe. Elle n'est plus opérante. Les lignes de fracture passent à l'intérieur du camp de la gauche et à l'intérieur du camp de la droite. Et c'est vrai sur l'Europe, c'est vrai probablement sur la liberté, c'est vrai probablement sur la sécurité, c'est très très vrai sur le communautarisme. Bref, c'est vrai sur beaucoup de sujets. Et c'est même peut-être devenu vrai sur l'idée même de ce que c'est que la nation et de ce que c'est que la France. Et donc, comme ces lignes sont devenues inopérantes, elles se sont reconstituées ailleurs. Et je pense qu'un des effets de 2017, au-delà de l'audace particulière du candidat qui est devenu président de la République, au-delà de la théorisation qu'on pouvait faire du nouveau monde, expression que je n'emploie pas moi-même, parce que je ne pense pas que ce soit une expression qui décrive véritablement la réalité. Elle peut être un concept, elle peut être un entraînement sans doute, elle peut être une revendication, mais je ne crois pas qu'elle décrive la réalité. Eh bien, ce clivage ou le caractère opérationnel de la séparation entre la gauche et la droite me semble s'être estompé. Je ne sais pas si ça a disparu, ça s'est estompé. Et je veux voir d'une certaine façon, dans par exemple les résultats électoraux que nous avons vus, prenons les élections législatives à Paris cette fois-ci. Je dis Paris parce que j'aurais pu parler d'autre chose. Enfin, comme on est à Paris, je parle de Paris. Et ben, vous voyez quand même assez clairement se reconstituer quelque chose qui est une forme de fracture entre des gens qui se revendiquent de gauche et des gens qui ne se revendiquent pas de droite, ce qui est assez classique à droite. C'est vrai. Et voilà. Donc, est-ce qu'on va revenir à quelque chose qui, finalement, est plus traditionnel dans notre vie politique, c'est-à-dire une opposition, un affrontement, ou est-ce qu'on est rentré dans quelque chose qui relève plutôt du tripartisme, ce qui est compliqué dans notre système institutionnel, parce que notre système institutionnel, il n'a pas été totalement fait pour ça, et que, normalement, notre modèle électoral, il permet de régler ce sujet? Je ne sais pas. Mais sur la gauche et la droite, je ne dirais pas qu'elles sont mortes. En revanche, je dirais que se contenter de ça pour expliquer les lignes de fracture du débat public, c'est assez pauvre aujourd'hui. Bernard Cazeneuve. Oui, je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit par Édouard Philippe et qui correspond d'ailleurs très fidèlement à ce que nous sommes dit la semaine dernière lorsque, confidentiellement, nous avons échangé sur la question, ce qui montre une certaine constance dans la pensée d'Édouard Philippe. J'ai cependant quelques points de divergence avec lui. D'abord, est-ce que les clivages qui traversent la droite et la gauche sur la question de l'Europe, sur la question de l'économie, etc., sont des clivages nouveaux qui rendraient le paysage plus illisible aujourd'hui qu'il ne l'était hier? Je ne le crois pas. Parce que sur la question européenne, sous la 4e République, les clivages traversent déjà la gauche. Sur la question de l'OTAN, entre les socialistes et les communistes sous la 4e République, le clivage est déjà présent. Donc si on prend les grands sujets sur lesquels le clivage se fait à gauche aujourd'hui entre les formations politiques qui la constituent, même si aujourd'hui elles sont, ces formations politiques, dominées par la France insoumise, nous sommes dans un paysage avec des problématiques qui sont assez classiques et qui existent déjà sous la 4e République. Donc les lignes de clivage qui traversent la droite et la gauche, aujourd'hui, et dont Édouard pense qu'elles sont un élément nouveau qui est de nature à rendre plus illisible le paysage aujourd'hui qu'il ne l'était hier, c'est la seule nuance que j'ai avec lui. Je pense que ces phénomènes ont toujours existé. Et si on se réfère à ce que furent les grands débats sous la 4e et la 5e République entre les formations politiques de gauche, on constatera qu'avec moins d'intensité qu'aujourd'hui et quelques nuances à la marge, ces débats ont toujours existé. Premier point. Deuxième point, la droite gouverne en France. Et la droite et la gauche ne sont pas du tout dans la même situation. La gauche est défaite, elle traverse une crise profonde. La droite n'a pas la majorité absolue dans le pays, sauf à ce qu'elle décide d'unir les groupes la constituant. Mais le président de la République... Non, je me tournais vers Édouard Philippe parce que c'est plus son affaire que la mienne. Et en politique, quand on commence à s'occuper des affaires des autres, généralement, on sort de son couloir de nage et on crée beaucoup de perturbations. Les perturbations étant très grandes là où je me situe, je ne vais pas en ajouter pour ce qui me concerne. Et je préférais que Édouard puisse s'occuper des questions
simple qu'il a traité par ailleurs. Mais je reviens à cette idée que le président de la République actuel, avec beaucoup de talent et de savoir-faire, a recyclé la droite traditionnelle. Il l'a ramenée à lui dans une grande majorité de ses sensibilités. Il reste aux marges de l'actuelle majorité des forces à convaincre, mais globalement, l'actuel président de la République est une figure emblématique de ce que le centre-droit politique français peut produire de dirigeants sous la 4e et la 5e République. Donc pour ce qui concerne la droite, elle a le pouvoir, elle le tient, et elle a à sa tête un président qui n'est pas parmi les moins talentueux que la droite ait eu à voir au cours des dernières décennies. Pour ce qui concerne la gauche, le paysage est très différent. Et je m'en inquiète grandement. Parce que je suis, pour ceux d'entre vous qui suivez un peu l'actualité, ça ne vous aurait pas échappé, très très minoritaire dans ma propre famille et dans mon propre camp. C'est bien entendu beaucoup plus désagréable que d'être totalement majoritaire. Mais ça présente aussi quelques avantages. Je suis minoritaire, pourquoi? J'ai eu le temps d'y réfléchir, puisque je le suis depuis très longtemps. Et je suis totalement minoritaire pour des raisons qui tiennent au fait que, pour ce qui me concerne, je pense qu'on ne peut pas être de gauche si on ne regarde pas la réalité telle qu'elle est. Et que si l'on veut transformer la société, on ne peut le faire qu'en partant d'un constat lucide sur ce qu'est l'état du pays, l'état du monde, l'état de l'Europe. Et que je ne pense pas que c'est en promettant aux Français des choses qui nous conduiront à être nécessairement déceptifs qu'on gagne la crédibilité nécessaire qui fait d'une formation politique une formation politique qui est dans la culture de la responsabilité. Je ne pense pas non plus que l'inspiration de la gauche française doivent aller chercher ses références en Amérique latine. Bon. Je devrais venir plus souvent parce que là, je suis moins minoritaire que d'habitude. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est tellement agréable que je reviendrai demain soir, vraiment, puisque je fais une conférence ici demain soir sur ces sujets. Venez nombreux, notamment ceux qui ont l'air satisfaits du propos. Et je ne pense pas non plus qu'on puisse régler les problèmes de l'Europe et du monde dans son désordre profond en sortant de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Je ne pense pas que l'insulte à l'égard de l'autre soit une modalité de communication politique. Je ne crois pas que nous sommes dans un pays où la police reçoit des instructions de tuer et que la police républicaine, je l'ai vu comme ministre de l'Intérieur. J'étais ministre de l'Intérieur à une époque où les policiers étaient en première ligne et perdaient leur vie pour assurer la protection des Français. Quand j'étais avec les orphelins de ces policiers derrière le cercueil de gendarmes ou de policiers tombés pour assurer la protection de nos concitoyens, je ne voyais pas beaucoup de communication de presse ou de communiqués pour expliquer à quel point la violence de la société à l'égard de ceux qui incarnent le droit en raison de l'uniforme qu'ils portent était scandaleuse. Mais la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, comme si la police recevait de la part des autorités républicaines des ordres pour tuer, ça c'est très loin de la conception que j'ai de la République. Et donc comme c'est pour moi inacceptable que ce type de concession, je le dis et j'en tire les conclusions, mais la conclusion supplémentaire qu'il convient de tirer de cela, c'est que si l'on veut éviter le court-circuit politique, c'est-à-dire si on veut éviter que l'alternative au gouvernement de centre-droit qui dirige le pays soit l'extrémisme, il faudra bien reconstituer une force de gauche de responsabilité. Parce que sinon, nous aurons des difficultés. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je crois que le clivage droite-gauche existe, qu'il doit se recomposer, qu'il appartient à la gauche de gouvernement de faire la démonstration qu'elle en est capable, et que c'est la seule manière d'éviter la tripartition qui permette de nous protéger du court-circuit. Je termine sur un point, et je ne voudrais pas que ce que je vais dire là soit interprété dans le cadre de difficultés politiques
auxquelles la majorité peut se trouver confrontée aujourd'hui et dont j'espère qu'elles sont passagères, non pas parce que je la soutiens, mais parce que la passion et l'amour que j'ai de mon pays me conduit à considérer qu'il vaut mieux que le pays soit bien gouverné plutôt que de le laisser dans les troubles auxquels il est confronté. Mais je pense qu'il serait hautement souhaitable que la culture de la coalition, que la culture du compromis, que la possibilité de faire sur des sujets fondamentaux des accords pour que les réformes dont le pays a besoin se fassent soient possibles. Parce que si ça n'est pas possible, alors nous prenons le risque de la confrontation de tous contre tous. Voilà. Ça te va ? La question s'adressait à vous, mais est-ce que Dominique ou Jacques, vous voulez répondre à la question sur le temps de la gauche et de la droite? Pour ma part, je suis très proche de ce qu'a dit Bernard. D'ailleurs, je me sens très proche de ce qu'il pense. Sinon que moi, je reste un homme de gauche. Je n'ai jamais été qu'un homme de gauche et je le reste. Quand le Parti socialiste s'est suicidé en 2016-2017, il a bien fallu essayer de trouver une façon de sauver les meubles. Et j'ai pensé à ce moment-là que, faute d'un candidat de gauche auquel je pouvais me rattacher, Emmanuel Macron représentait provisoirement cette ambiguïté entre la gauche et la droite qu'il a d'ailleurs remarquablement entretenue pendant longtemps. Donc pour moi, la gauche est en partie à l'intérieur du parti présidentiel, en partie. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où l'actuel président, dans 5 ans, s'éloignera de la vie politique, je suis convaincu qu'on retournera à l'affrontement gauche-droite. Et que dans la gauche, il y aura une gauche raisonnable. Et pour avoir vécu très jeune une situation du même genre où nous avions un parti extrémiste qui faisait 35% des voix à gauche et un parti raisonnable qui en faisait 4, dont je faisais partie, nous avons gagné quand même, et le parti extrémiste est devenu un parti magnifiquement raisonnable, et d'ailleurs a participé merveilleusement au gouvernement en 81 avant de se réduire et de composer de gens tout à fait magnifiques aujourd'hui. Donc je n'exclus pas qu'on puisse revenir à une situation raisonnable. Mais en réalité, ce qui se passe le plus profond dans la société française en ce moment, c'est une autre temporalité, une autre dynamique. C'est celle que je compare à la situation de la Révolution française. La Révolution française s'est jouée en 2 temps, plutôt 3 temps. Premier temps, il y a eu un dégagisme soft où, pendant la nuit du 4 août, la noblesse et la bourgeoisie se sont mis d'accord pour se débarrasser des premiers privilèges. Et on peut dire que l'élection d'Emmanuel Macron, la première, c'est la nuit du 4 août, où une gauche bon chic, bon genre, une droite bon chic, bon genre, ont travaillé ensemble pour dégager les choses. Mais il n'a pas empêché que, très vite, une large partie de la gauche et de la droite ont trouvé que ça ne suffisait pas. Et en 91, 92, 93, il y a eu la préparation d'un dégagisme hard qu'on appelait la Convention, qui a eu lieu. Et c'est ça qui se joue en ce moment en France. C'est là, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la France n'est pas un pays de réforme, c'est un pays de révolution. Parce que ce n'est pas un pays maritime, c'est un pays rural, qui ne change que d'une façon discontinue et pas continue. Et ce qui se joue en ce moment, c'est la préparation d'une période de dégagisme hard dans lequel toutes les élites seraient mises à bas, au bénéfice d'une sorte de colère populaire parfaitement compréhensible et respectable, où on trouve une alliance entre les 2 extrêmes, qui d'ailleurs ont une incroyable proximité, il faut être aveugle pour ne pas la voir, qui n'est qu'une volonté de se débarrasser de ce que la première réforme, le premier dégagisme n'a pas permis de faire. On sait comment s'est terminée la Convention, elle s'est terminée par une période très brutale et une dictature, et il faudrait éviter que l'histoire ne se répète de cette façon. Mais si on veut éviter qu'un dégagisme hard succède au dégagisme soft, il faut très vite reconstituer une vision politique. C'est ce que, avec quelques amis, on essaye de faire. C'est une vision politique où des gens conscients de l'extraordinaire injustice de la société française y répondent, comme le dit Bernard, d'une façon réaliste et non pas incantatoire. Et ce n'est pas du tout facile à faire. On prend une autre. Ah, Dominique. Oui. Je voudrais juste dire un mot à la suite de ce qu'a dit Bernard. Il est minoritaire et c'est bien le drame. C'est le drame de la gauche, c'est que vous soyez minoritaire. Parce que depuis des décennies, la gauche vit sur un mensonge. Quand elle est au pouvoir, elle fait de la social-démocratie.
Et quand elle parle, elle fait de l'Amérique latine. Et de cette incohérence, nous payons aujourd'hui ceux qui croient à l'Amérique latine et le désespoir de ceux qui, raisonnablement, comme des démocrates, veulent faire de la social-démocratie. La France n'a jamais accepté intellectuellement qu'elle était social-démocrate et que la social-démocratie était une solution aux problèmes tels qu'ils se posaient. Et pour être élu, Hollande est obligé de dire que la finance est son ennemi, ce qui n'a pas de sens. Et donc, il y a eu... et ensuite, quand il est élu, évidemment, il a les frondeurs qui disent il n'est pas... Donc, il y a une culture de la radicalité idéologique dans la gauche française qui fait que les électeurs ont l'impression d'être trahis quand la gauche arrive au pouvoir et que vous, les démocrates de gauche raisonnables, vous êtes minoritaires et c'est ça le tragique. Une autre question. C'est pas facile d'applaudir avec un micro, mais bravo. Donc Tanguy de Boredon, étudiant en 3e année à HEC. Je vais poser une question à vous, Madame Schnapper et Monsieur Attali. Vous l'avez déjà un peu évoqué, vous avez évoqué le mot dans votre première intervention, la violence. Aujourd'hui, et par rapport à une époque antérieure que je ne connais pas d'ailleurs, mais dont on a pu avoir des retours, le monde politique est devenu très violent. Invectif sur des plateaux de télévision, petites phrases à chaque prise de parole. Ce monde politique est devenu très violent. On a assisté à une campagne législative qui était extrêmement violente et qui m'a personnellement beaucoup inquiété. Et en parallèle de ça, la société est également, elle, devenue très violente. Violence économique avec l'inflation, violence sociale, violence dans la rue, violence religieuse, que sais-je. Une société qui est devenue très violente. Est-ce que c'est le monde politique qui s'est adapté à notre temps, à notre époque, ou est-ce que c'est l'époque qui s'est adaptée au monde politique? D'où a émergé cette violence? Et comment faire pour revenir à des temps plus apaisés, plus sereins? Merci. Dominique. Alors je crois qu'il faut nuancer l'idée d'une violence accrue dans la société. Quand vous pensez aux années 30, c'était d'une violence extrême également, et les injures qui s'envoyaient dans les différents partis étaient d'une certaine façon même supérieurs à ceux qu'on entend aujourd'hui. C'est moi la violence qui me frappe, remarquez, c'est lié, c'est la difficulté du dialogue. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins le dialogue commun à partir duquel on peut affirmer des différences, ceux de sensibilité de gauche, et j'étais assez d'accord avec l'analyse qui avait été faite, sont de sensibilité de gauche et ceux qui sont plus de sensibilité de droite, mais qui doivent entrer pour que la démocratie fonctionne convenablement, qui doivent entrer en dialogue et arriver à des décisions qui sont possibles. Or, c'est ça qui est devenu extrêmement difficile, plutôt que la violence elle-même. Parce que sur les statistiques qu'on a, l'accroissement de la violence est moins net que l'impression qu'on en a. Nous ne supportons plus la violence, il y a ça aussi. Il faut voir qu'entre les données objectives et la manière dont elles sont vécues, il y a un décalage. Et ce qui est plus grave, sans doute, parce que les hommes sont violents, et donc c'est dans le non-respect des institutions, dans le non-respect de la police. Alors, la police est toujours attaquée, mais comme vous savez, vous en avez parlé très bien tout à l'heure, comme vous savez, dans les sondages d'opinion, la police est parmi les institutions les plus favorables, juste après l'hôpital. Ce qui est en dernier, c'est les partis politiques. Mais dans la popularité, on a d'abord les hôpitaux et ensuite la police. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'expriment et qui s'expriment dans la violence, et puis quand on fait des sondages d'opinion, on a des résultats assez différents dont il faut tenir compte. Et donc, ce qu'il y a de violence dans la société, il ne faut pas utiliser le terme de violence pour tout. Les inégalités, tout est violence, c'est comme la domination, tout est domination, ça n'a pas beaucoup de sens. Et disons, la violence de l'inflation, ce n'est pas la même chose que la violence tout court. Il faut faire des distinctions et pas s'installer dans cette idée d'une violence qui régit tout le monde social, et faire des distinctions. Et ce qui me paraît essentiel, c'est ce qui me paraît au cœur un des cœurs de notre crise, c'est justement que
le dialogue devient très difficile. Et les débats au moment des élections sont quand même un petit peu, pour parler en termes très modérés, je suis démocrate, déprimants. Sur la violence. Non, juste à ajouter que je crois qu'il faut vraiment toujours mettre la petite France dans le contexte des 8 à 9 milliards d'habitants de la planète pour comprendre ce que nous sommes, pour comprendre ce que nous risquons. Nous sommes une nation qui a toujours été riche naturellement, qui en a gaspillé cette richesse et qui continue à la gaspiller de façon majeure. Et nous risquons beaucoup plus encore. Et donc il faut vraiment se mettre dans cette perspective globale. Regardez ce qui se passe en Inde, regardez ce qui se passe en Afrique, regardez ce qui se passe chez nos voisins, et voir ce qu'on peut construire ensemble. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a des perspectives extraordinaires. Enfin, réfléchissons un peu. L'Europe aujourd'hui, face à la barbarie, je dis bien la barbarie de la société américaine, qui décide de considérer que la vie ne peut pas être supprimée après le premier jour de création jusqu'à la première fusillade dans l'école. La barbarie de la société russe, la barbarie de la société chinoise, nous, Européens, nous sommes une société incroyablement privilégiée. Et nous avons à construire quelque chose ensemble qui s'appellerait une puissance politique européenne, qui est un enjeu extraordinairement passionnant. Si on prend un peu de recul et si on regarde le XXIe siècle, le XXIe siècle peut être le continent de l'Europe comme première puissance du monde. Première puissance culturelle, politique, démocratique, économique. C'est une aventure extraordinaire pour les plus jeunes qui sont là aujourd'hui. C'est une aventure fantastique à construire, à condition de s'intéresser à autre chose que des tentatives microscopiques de haine de son voisin. Mais pour ça, il faut vraiment regarder le monde dans son ensemble, se placer en dehors du débat microscopique dans lequel on veut nous enfermer. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis étudiante en classe talent intégrée à l'INSP et ma question s'adresse à Monsieur Jacques Attali. Vous êtes le fondateur de Positive Planet, qui est un collectif qui fait la promotion de l'entrepreneuriat face à l'exclusion et la pauvreté. Ce type d'initiatives se multiplient et font partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Pensez-vous que ce type d'initiative est une réponse à l'insuffisance du pouvoir politique? Est-ce qu'elle le complète? Est-ce que c'est une concurrence? C'est une question difficile parce que C'est une question difficile parce qu'on pourrait espérer que ce que nous faisons, c'est-à-dire aider dans les quartiers, nous sommes présents dans 150 quartiers, aider les gamins à créer leur entreprise, on pouvait espérer que la puissance publique le fasse. La puissance publique ne le fait pas et c'est très, très bien que d'autres, dont nous, dont beaucoup d'autres organisations, le font. D'abord, c'est une occasion, une source d'espoir extraordinaire. Quand on se promène au Havre ou dans le 9-3 ou ailleurs pour voir ce que ces gamins font, on a vraiment un grand espoir dans la société française de voir cette volonté d'échapper à un destin qu'on pourrait croire réglé d'avance. Donc ça donne beaucoup d'espérance. Deuxièmement, je crois beaucoup aujourd'hui que l'engagement dans la vie associative est devenu plus importante que l'engagement dans la vie politique. Pour un jeune, on peut le regretter, les partis politiques n'ont pas réussi à faire ça. Après tout, les ONG que nous sommes auraient pu être créées par les partis politiques. J'ai souvent dit aux partis politiques, pourquoi c'est pas vous qui avez votre association associée dans lequel vous faites des activités en dehors simplement un parti, c'est plus qu'une machine à désigner des candidats. Accessoirement, ça devrait être une machine à faire des programmes politiques, mais ça fait longtemps qu'ils ont oublié. Donc, c'est plus qu'une machine à désigner des candidats. Ça pourrait être aussi des machines qui, de façon annexe, développent des activités sociales, comme ça se faisait à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, cette vie associative est fondamentale. Elle est vraiment la condition, et je suis très frappé de voir qu'elle se développe. Et je vois d'ailleurs aussi, évidemment, comme chacun, je vais dire une banalité, qu'elle devient même la condition de l'attirance d'une entreprise. Une entreprise n'attire plus un collaborateur s'il n'est pas capable d'expliquer qu'elle travaille dans l'intérêt général, dans le sens commun. Et c'est ça qui, je crois, est un élément très, très positif, c'est qu'il y a un alignement entre l'intérêt général et la demande des consommateurs, des travailleurs, même de la finance,
qui a besoin de travailler dans ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire de ne financer que des choses raisonnables. Cet alignement est en marche. Et la jeunesse qui s'intéresse à la vie associative en fait partie. Et donc, venez les plus nombreux possibles nous aider à faire ce qu'on fait. Merci. Question. Bonjour, moi je m'appelle Andrea Robert, je suis étudiante à l'École normale supérieure de Rennes et ma question porte sur les conclusions du dernier rapport du GIEC qui donne donc 3 ans aux dirigeants pour agir. Et donc face à l'urgence climatique, le politique semble plus que jamais l'otage du temps. Donc ma question, c'est à propos du régime de représentation politique, puisque d'aucuns affirment que ce régime de représentation politique aujourd'hui est incapable de répondre aux défis écologiques. Et donc ma question est collective, puisque pensez-vous qu'écologie et démocratie soient véritablement compatibles ou incompatibles, selon vous? Question difficile? Non? Je propose de laisser la parole à Bernard. Non, si vous voulez, juste quand même pour quelques mots. D'abord, j'entends la question formulée au fond sous le thème « Est-ce que la démocratie est capable de répondre à l'urgence écologique ?» Et d'une certaine façon, autant rester humble et commencer par dire « Je ne sais pas ». C'est un défi collectif qui nous est adressé. Et une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que je n'ai pas vu des systèmes non démocratiques prendre en la matière des décisions qui s'illustreraient par leur efficacité ou par leur capacité à avoir un impact. J'ai même tendance à penser le contraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, mais c'est peut-être une question de foi, moi je fais partie heureusement un grand nombre de personnes qui sont totalement convaincus que l'humanité est capable de régler tous les problèmes qui se dressent face à elle, pour autant qu'elle ait une vision lucide du problème et qu'elle se soit résolue à essayer de le régler. Et alors je sais bien que c'est un pari, certains vont dire c'est un sacré pari, mais en même temps, si j'ose dire, dans le passé, l'humanité nous a plutôt montré ça. Par tâtonnement, parfois avec du retard. Mais enfin, l'incroyable capacité de l'être humain, des êtres humains, lorsqu'ils commencent à réfléchir et à agir ensemble, à se connecter, à être intelligents, c'est-à-dire justement à travailler ensemble, et elle nous a permis de résoudre des trucs au moins aussi vertigineux que le défi qui est le prochain défi. Et donc moi je suis plutôt d'un naturel inquiet à court terme et confiant à long terme. C'est-à-dire je pense que la démocratie, par la capacité qu'elle a à faire en sorte que des gens librement décident que ceci est une priorité, que ceci est une urgence et que ceci appelle tel ou tel type de réaction, me paraît être en mesure de répondre à ce défi. Je le crois. Et si je peux donner quelques exemples, et peut-être, je comprends les conclusions du rapport du GIEC, je comprends l'urgence, je crois qu'on ne saura mobiliser notre pays, et ce n'est pas une question de gouvernance seulement, c'est une question de mobiliser nos pays, notre nation, nos systèmes démocratiques, à la fois en insistant sur l'ampleur de l'enjeu, sur le caractère extrêmement dangereux de ce qui se joue, mais aussi, et je dis bien mais aussi, pas seulement, mais aussi, en indiquant combien justement une action démocratique et rationnelle permet de trouver des éléments de solution. Or, dans certains domaines, pas dans tous, dans certains domaines liés au réchauffement climatique ou aux questions de protection de la biodiversité, nous sommes capables de montrer des succès. Et je ne dis pas que montrer ces succès, ça doit nous permettre de dire que nous allons avoir toujours des succès et qu'il n'y a plus de sujet. Je dis que l'âme humaine me paraît faite de la façon suivante, que si on lui dit simplement il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution et qu'on n'a jamais réussi à trouver de solution, alors elle ne sait pas se mobiliser pour trouver la solution. Et il y a des succès, et je le dis et je le redis. Moi, quand j'étais petit, l'angoisse
qui revenait au fur et à mesure des débats en matière d'écologie, c'était les pluies acides. Souvenez-vous, au début des années 80, on parlait des pluies acides, mais tout le temps. On voyait nos massifs forestiers être rongés par une pollution qui venait directement de l'activité urbaine et de l'activité chimique. Bon. Et cette question-là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui sont plus vertigineuses, mais cette question-là, elle a été réglée comment? Par une prise de conscience des populations, par des investissements considérables des entreprises, par une régulation des États. Et on peut montrer un certain nombre d'autres exemples qui constituent non pas des succès qui nous garantissent qu'on sera à la hauteur du défi, mais qui montrent qu'on sait le faire. Et donc oui, je pense que la démocratie est un système qui peut prendre en compte cette urgence, et oui, je pense que c'est probablement le meilleur système pour prendre en compte cette urgence. Bien. Bernard Cazeneuve, pourquoi l'approche pragmatique, rationnelle de ces questions-là passe encore pour de l'inaction? Bon, d'abord, il ne peut pas y avoir d'action s'il n'y a pas une approche rationnelle, méthodique, pragmatique. Et répondant à votre question et reprenant ce que vient de dire Édouard Philippe à l'instant, je souhaiterais insister sur 2 ou 3 points sur ces questions de réchauffement climatique et d'avenir de la vie sur la planète qui peuvent rassembler, puisque de toute façon, nous avons besoin de créer les conditions de compromis large sur ces sujets. Le premier point, et je rejoins ça totalement, Édouard, c'est que la démocratie reste le meilleur système pour régler la question climatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité, compte tenu des décisions difficiles à prendre, de les prendre autrement qu'à travers des gouvernements investis d'une forte légitimité démocratique. Or, la démocratie, c'est parce qu'il la distingue des démocratures, parce que les démocratures aussi ne nient pas la dévolution par le suffrage universel du pouvoir, elle nie les principes de l'état de droit. Mais il faut non seulement, pour régler la question climatique, une forte légitimité démocratique des institutions, mais aussi un très fort attachement des institutions à voir les principes de droit respectés, parce que c'est par une production de normes faisant l'objet d'une supervision de la part d'un certain nombre d'instances judiciaires ou juridictionnelles que peuvent être atteints les objectifs du développement durable. Deuxièmement, il ne peut pas y avoir de résultats en la matière si par-delà les institutions, les gouvernements, il n'y a pas une forte mobilisation des sociétés civiles. La jeunesse aspire à cette mobilisation. Elle souhaite, sur la question climatique, aux côtés des institutions politiques, trouver sa place et être associée selon des modalités qu'il convient d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles d'inventer. Donc, non seulement la démocratie est le bon système parce qu'elle offre la légitimité, mais elle permet aussi la mobilisation des sociétés civiles qui aspirent à s'engager dans ce combat et qu'on ne peut pas désespérer de pouvoir le faire par des dispositifs qui soient trop autoritaires ou trop fermés. Troisième point, on a besoin de grandes politiques publiques. Là, je le dis peut-être pour des raisons qui tiennent à ma sensibilité politique, mais on ne réglera pas la question climatique si on n'engage pas des grandes politiques publiques au plan national et au plan européen. Je ne pense pas qu'on réglera la question climatique si on n'engage pas sur la politique énergétique en France et en Europe. Jacques parlait tout à l'heure de l'extraordinaire ambition que constitue l'Europe pour affirmer nos valeurs, nos principes, nos ambitions sur le plan économique, sur le plan de la civilisation pour la planète. Mais par exemple, moi je suis très frappé de voir qu'au cours des 20 dernières années, toutes les décisions qui ont été prises en matière de politique énergétique au sein de l'Union européenne l'ont été par des États pour des raisons de politique intérieure. Et qu'il n'y a pas eu de concertation au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que nous ayons une politique énergétique qui permette à l'Union européenne d'être autonome et souveraine en la matière et de ne pas dépendre du contexte international, et l'affaire ukrainienne en témoigne. Donc il faut des politiques publiques puissantes au plan national, politique énergétique, développement d'une agriculture soutenable, développement de l'écomobilité, refonte de la relation de la ville à l'artificialisation des sols dans son environnement immédiat. Tous ces sujets sont des sujets pour lesquels on a besoin de grandes politiques publiques, à l'instar de ce que furent les grandes politiques publiques lorsqu'il s'est agi dans notre pays de lancer un grand programme nucléaire, de s'engager dans la stratégie de dissuasion, de s'engager dans une stratégie ferroviaire qui permette de desservir des territoires qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. On a besoin de politiques publiques puissantes en France
et en Europe. Et la France, plutôt que de chercher toujours des grands projets politiquement séduisants autour de nouveaux traités, serait bien inspirée, compte tenu des urgences, d'essayer de mettre en œuvre au sein de l'Union européenne des politiques qui soient praticables. Enfin, il n'y a pas de possibilité d'atteindre ces objectifs si les démocraties dans l'ordre international ne poussent pas suffisamment leur avantage pour créer les conditions d'une multilatéralité qui permettent, dans les accords économiques de nouvelle génération, dans les règles de l'OMC, dans les relations et les grandes politiques portées par les organisations internationales, de porter des lignes directrices qui permettent, sur les questions climatiques, de progresser. Et donc, c'est là un chantier considérable, et c'est un chantier pour lequel la France a une parole à exprimer, un rang à tenir, et je rappelle d'ailleurs qu'elle a su le faire. Parce que lorsqu'en 2015, nous avons négocié l'accord de Paris pour le climat, au moment où la négociation s'est engagée, nous y étions très loin du résultat que nous avons obtenu au terme d'une mobilisation exceptionnelle de notre diplomatie, du gouvernement de l'époque, pour faire en sorte que cet accord soit possible. Et donc, nous avons quelques légitimités à continuer à mener ce combat. Jacques, sur la question. Oui, non. Sur la capacité des démocraties Il me semble que les démocraties sont le moins mauvais des systèmes et qu'ils ne resteront qu'à condition de donner le droit de vote aux générations futures. Je l'ai dit et je le répète, notre grand enjeu institutionnel aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les générations futures soient entendues. Sinon, on passera par des étapes totalitaires. Moi, je n'oublie jamais que le grand progrès qu'a constitué la social-démocratie n'a pas commencé par une démocratie. La première politique social-démocrate, c'est Mussolini qui l'a fait. La deuxième, c'est Lénine. La troisième, c'est Hitler. Et Roosevelt n'est que le quatrième. Donc, on aura un jour une démocratie qui donnera le pouvoir aux générations futures. On l'aura. Est-ce que ça passera par la réforme dont j'ai parlé, c'est-à-dire le droit de vote aux générations futures sous forme constitutionnelle ou une autre? Ça aura lieu. Mais est-ce que ça passera d'abord par un détour totalitaire? Parce que l'histoire humaine est ainsi faite. C'est pour ça que le long terme est si intéressant pour comprendre l'avenir. C'est que très souvent, avant d'arriver à une situation bonne, on passe par sa caricature catastrophique. Avant de mettre en place la SDN, qui a été conçue en 1906, on a eu la Première Guerre mondiale qu'elle était censée éviter. Avant de mettre en place les Nations Unies, qui était pensée en 1928, pour éviter la Seconde Guerre mondiale, on a eu la Seconde. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. On sait très bien ce qu'il faudrait faire à l'échelle nationale, européenne, mondiale, pour éviter la catastrophe, mais sans doute le fera-t-on qu'après la catastrophe. Et c'est ça tout l'enjeu qui nous appartient, à la fois pour les politiques, pour les intellectuels, pour les associations, pour les entreprises, pour ces entreprises mixtes qui sont à la fois des ONG et des entreprises, je pense à toutes les entreprises qui font des choses d'intérêt général, qui modestement ou de façon visible s'occupent des déchets, s'occupent de l'alimentation abandonnée, s'occupent de plein de choses qui sont absolument passionnantes. Il faut à tout prix mettre tout ça ensemble pour éviter ce qui crève les yeux. C'est qu'on va passer par une étape totalitaire qui dira parler au nom des générations futures, mais qui parlera qu'au nom des dictateurs qui se seront arrogés ce principe, avant qu'une catastrophe plus grande encore nous ramène à la raison. Mais après combien de malheurs? On peut encore l'éviter. Dominique? Juste dire un mot pour rappeler que tout de même les grands responsables de la société actuelle, enfin du point de vue de la pollution climatique, ce n'est pas les démocraties, c'est la Chine. Et que les démocraties font mieux ou moins bien que les pays totalitaires sur ce sujet. Alors moi, je suis tout à fait pour donner la parole de toutes les façons aux jeunes générations, mais enfin, on ne peut pas s'empêcher quand même de constater qu'elles refusent de voter et qu'elles ont vis-à-vis des institutions parlementaires une réticence, pour le dire encore une fois de façon euphémique, une résistance qui est un petit peu inquiétante, parce que nous n'avons connu dans l'histoire que les démocraties parlementaires, les démocraties qui légitiment les gouvernants par le vote.
et que le refus du vote est quand même au cœur de la pratique démocratique. Alors, les jeunes générations actuelles, celles qui ont bénéficié du droit de vote acquis par les combats des générations précédentes, n'ont pas l'air de sentir le sens de ce vote, et ne sentant pas le sens du vote, j'ai peur qu'elles ne ressentent pas la légitimité des institutions parlementaires qui sont quand même, jusqu'à présent, la seule réussite des projets démocratiques. C'est une inquiétude. Est-ce que ce n'est pas le modèle de la démocratie représentative qu'elle rejette à l'heure où, sur Facebook ou d'un like, on peut exprimer une opinion, l'idée de passer par une représentation, et c'est pas ce qui est devenu le Oui, le mais frein les expériences à de leur démocratie participation. directe dans l'histoire, puisque nous faisons de l'histoire, les expériences de démocratie directe ne sont vraiment pas encourageantes. Une autre question. Carla Mamou, du coup, je suis étudiante à Dauphine. Moi, j'aimerais savoir, ma question est très courte, est-ce que selon vous, la culture de l'instantané, qui est caractéristique du monde contemporain dans lequel on vit, est réellement compatible avec le débat démocratique? Question difficile, ça, c'est pour vous. Ce qui est frappant lorsqu'on exerce des responsabilités gouvernementales, Édouard pourra faire part de ce qu'a été son expérience, c'est que l'avis est émis par ceux qui regardent l'événement avant même que la compréhension de l'événement ne soit complète. Et ça a été très frappant pendant les attentats. Moi, je me souviens que lorsque les attentats survenaient, nous ne savions rien de leurs auteurs. Nous ne savions que peu de choses sur les circonstances dans lesquelles les événements tragiques s'étaient produits. Lorsque je quittais la place Beauvau pour me rendre à l'Élysée au Conseil de défense, dans les quarts d'heure qui suivaient ces tragédies, il y avait le mur de caméras de toutes les télévisions et les micros de toutes les radios, et une seule question était posée, c'était toujours la même, si bien que j'avais le temps de m'y préparer: où sont les failles des services de renseignement? Et au moment où la question était posée, où l'événement survenait, il y avait sur certains plateaux de chaînes d'information en continu des débats où toute une série de spécialistes, d'experts, autoproclamés, dont je découvrais d'ailleurs avec le temps qu'ils étaient, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui n'y avaient pas prospéré compte tenu de ce qu'était leur compétence. Et nous devions subir cela. Bon. Dans une espèce de confusion intellectuelle, politique, où tout était dit et son contraire, et qui constituait d'ailleurs ce magma de propos, un terreau assez favorable au développement de certaines thèses complotistes. Donc, aujourd'hui, les modalités de communication, la numérisation de la société, le fait que sans compréhension globale ni rationalité d'une analyse, on puisse, sur les réseaux sociaux et parfois dans l'anonymat, et parfois dans la violence de l'expression publique ou numérique à l'égard de ceux qui exercent une responsabilité publique, tout dire spontanément, ce spontanéisme, cet instantanéisme ne contribue pas au développement d'une pensée rationnelle sur des faits extrêmement graves et sérieux qui permettent à ceux qui gouvernent de pouvoir apporter des explications utiles à une respiration et à une contestation démocratique normale. Moi, je ne suis bien entendu pas du tout favorable à ce que l'action de ceux qui gouvernent lorsque des sujets difficiles surviennent soit incontestable. Je souhaite simplement que le débat se déroule sur le fondement d'éléments rationnels. Et ça, c'est un vrai problème démocratique. C'est un considérable problème démocratique. De la même manière que, je suis désolé de le dire, ça va vous apparaître comme extraordinairement élitiste et absolument scandaleux. On ne peut pas mettre sur un plateau de télévision et au même niveau de parole, la parole d'un expert qui sur un sujet a travaillé pendant des années et la parole de
quelqu'un dont la revendication est légitime, mais qui se met à contester tout en raison de ce qu'il pense, mais non pas en raison de l'analyse rationnelle à laquelle il a pu procéder. Parce que ça, c'est la perversion de la démocratie par la démagogie et même par l'oclocratie, hein, c'est-à-dire la confusion entre le gouvernement du peuple par le peuple et la préemption par la foule, emportée par ses instincts, par le spontanéisme de ses instincts, de ce qu'est la légitimité dont le peuple est détenteur. Donc, moi, je crois qu'il faut dire des choses claires sur ce sujet. Alors, bien entendu, il va sans doute y avoir des tweets sur ce que j'ai. Je vais me faire insulter toute la soirée sur les réseaux sociaux, peut-être même au-delà. Mais il faut quand même remettre les choses en perspective et lorsqu'on est authentiquement démocrate, expliquer qu'il n'y a pas de respiration démocratique possible sans une pensée rationnelle, sans une exigence de rigueur intellectuelle, sans une confrontation dans le débat qui permet à chacun de développer rationnellement ses arguments, sauf à prendre le risque de voir la démocratie s'affaisser et s'effondrer. Pour compléter d'un mot ce qu'a merveilleusement dit Bernard à l'instant, je pense qu'il faut aussi que les hommes politiques, et c'est vrai, pas seulement en France, c'est mondialement vrai, soient assez fermes dans leurs opinions. Et pour être ferme dans ses opinions, il faut la fonder sur ce que j'appelais tout à l'heure une Weltanschauung, une vision du monde, un projet de société, et avoir construit cette vision pour ne pas être soi-même victime d'une tendance ou d'une tentation de changer la vie simplement parce qu'on a entendu quelqu'un vous dire le contraire. C'est vrai aussi dans la vie privée ou c'est vrai dans toute vie professionnelle. Il faut se construire une vision du monde, avoir un projet, y tenir, quelles que soient les difficultés. C'est vrai quand on écrit des livres ou quand on mène un projet de société ou quand on fait une carrière professionnelle, il faut tenir ferme sur ses opinions. Or, le danger de la société de l'instant, c'est les hommes politiques qui écoutent les sondages et qui changent d'opinion, qu'ils n'ont pas d'ailleurs souvent, sauf les présents, en fonction des sondages. J'avais été très choqué, enfin très surpris par une phrase que m'avait dit François Mitterrand tout à fait au début de son premier mandat, où en privé je lui avais demandé quelle est la principale qualité pour vous d'un homme d'État. Sans vraiment réfléchir, il m'avait dit, on était dans un avion, il m'avait dit, je voudrais vous répondre le courage, mais c'est l'indifférence. Ça veut dire qu'il faut être assez ferme dans ce qu'on croit, dans ce qu'on veut, dans la vision qu'on a du projet qu'on a, pour se moquer, ou plus exactement pour être indifférent à l'égard de ce qui peut se mettre en travers de votre action. Et je crois que c'est très important pour chacun d'entre nous, dans nos vies privées, dans nos vies publiques, et accessoirement en particulier pour les hommes politiques. Oubliez les instituts de sondage. Dominique Schnapper. Oui, je crois que c'était un autre point qu'avait soulevé Bernard Cazeneuve qui me paraît très central, c'est-à-dire l'idée que tous les citoyens ayant une égale dignité et un égal droit à avoir une opinion politique n'ont pas pour autant tous la même qualification sur des problèmes qui ne sont pas directement des problèmes politiques et qu'il faut continuer, il faut être, nous sommes à la Sorbonne, à faire la différence entre l'opinion personnelle, toujours libre, que chacun peut avoir, et le savoir. Et quelquefois, bien qu'il y ait des débats entre les gens qui sont les gens du savoir, il y a des données qui reposent sur un savoir et qui n'ont pas le même poids ni le même sens que les opinions que nous nourrissons tous sur des sujets que nous ignorons. J'aime beaucoup l'anecdote que raconte Étienne Klein, de l'élève qui lui a dit « Écoutez, monsieur, moi je suis contre la théorie de la relativité. » « Ah oui, lui dit le professeur, c'est intéressant. Et quels sont vos arguments ?» Et il répond « Je ne la sens pas. » Et ça, c'est le cœur. Et je crois que c'est ça auquel Bernard Cazeneuve faisait allusion, c'est-à-dire ces experts qui ne sont experts de rien et dont l'opinion vaut celle du savoir acquis par des années ou des décennies de réflexion. Édouard Philippe, au moment du confinement, de l'apparition du Covid, vous étiez un peu dans la position du sélectionneur de l'équipe de France de football. Vous savez, vous avez 60 millions de sélectionneurs qui vous expliquent ce que vous devez faire. Là, il y avait 60 millions de médecins, en quelque sorte.
Est-ce que vous avez réussi à cultiver l'indifférence mitterrandienne qu'évoquait Jacques Attali? Est-ce qu'on y parvient? Écoutez, en fait, il n'est pas impossible que j'ai moi-même utilisé cette image, mais c'est une image qui est assez fausse. Parce qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas de gagner un match de foot, et Dieu sait que dans cette salle, celui qui aime le plus le foot, je vous garantis, en tout cas à cette tribune, c'est moi. Non, je crois vraiment. Oui, je crois. Non, là, la question, c'était quand même qu'on était face à quelque chose qui était infiniment plus grave qu'un match de foot. Bien sûr. Il aurait été important, avec des vies humaines en jeu, avec le fonctionnement d'un pays, avec sa stabilité démocratique, le cas échéant, en tout cas avec sa prospérité. Ma question portait sur l'indifférence, sur la... Est-ce qu'on peut rester, oui, disons-le, indifférent à préconisation D'abord, je voudrais vous dire quelque chose. Tout ce qu'a dit Bernard, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est souvent le cas du reste, ce qui est susceptible de lui poser plus de problèmes à lui qu'à moi, en vérité. Mais c'est vraiment souvent le cas. Vous allez peut-être pouvoir monter un... Oui, pour l'instant. Mais vous allez peut-être pouvoir lancer un mouvement ensemble, non? Mais non, mais je suis entièrement d'accord, donc je ne reviens pas sur lui. Je voudrais juste insister sur quelque chose. L'immédiateté, la capacité de penser, le refus de l'immédiateté, la capacité de penser, d'argumenter, je voudrais bien qu'on soit clair entre nous. C'est bien de dire c'est les responsables politiques, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est pas les responsables politiques. Ils sont, je vais vous dire, ni meilleurs, ni pires. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils s'y collent. Parfois pour d'excellentes raisons, parfois pour des raisons qui peuvent sembler dérisoires. Enfin, ils s'y collent. La vérité, c'est que c'est le pays qui est en jeu. Et la capacité qu'on a soi-même à refuser l'immédiateté, ou à raisonner, ou à penser une stratégie, c'est pas une question de c'est évidemment une question de responsable politique, parce qu'ils sont là pour incarner peut-être, pour diriger souvent, pour trancher peut-être. Enfin, à la fin de la fin, la vitalité démocratique, la capacité d'une nation à se projeter, c'est pas simplement ses responsables politiques. Donc je suis d'accord avec Bernard, et je voulais juste ajouter ça. La deuxième chose, c'est que je crois, contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre, que la capacité des hommes politiques à prendre des décisions impopulaires est beaucoup plus grande que ce qu'on dit souvent. En tout cas, je peux vous... Et je ne vous parle pas de moi, même si je pourrais. Mais moi, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques prendre des décisions qu'ils savaient impopulaires, au niveau local et au niveau national. Et l'idée selon laquelle ils en seraient incapables parce qu'ils seraient seulement obnubilés par l'effet électoral ultérieur de la décision qu'ils ont prise, me paraît une idée qui mérite d'être relativisée. Parce que dans la pratique, très souvent, face à des arbitrages qu'il faut prendre, face à des choix difficiles, en vérité, ils n'ont pas une décision populaire et une décision impopulaire, une décision facile et une décision difficile. Ils ont le choix entre deux décisions qui sont deux décisions difficiles ou deux décisions mauvaises. Ils doivent limiter l'impact et les effets négatifs de la décision qu'ils vont prendre en sachant qu'ils vont la prendre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la période du Covid, je me suis retrouvé, et c'était assez formidable, entre guillemets, il n'y avait aucune bonne décision à prendre. Oui, je reconnais que c'est plus rigolo maintenant. Mais à l'époque, ça ne me faisait pas rire, je vous assure. Il n'y avait que des mauvaises décisions à prendre. Si quelqu'un pense ici que la bonne décision à prendre, c'est par exemple le confinement, mais c'est terrifiant le confinement. C'est terrifiant à subir. Mais je vous assure que décider ça, on sait que c'est une décision abominable. Bon, on ne se pose pas la question, et la vérité c'est qu'on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question de savoir si ça va vous rendre populaire ou impopulaire. Et je voudrais juste, pardon pour ce plaidoyer pour les responsables politiques, ils essaient souvent de prendre la bonne décision. Et parfois ils se trompent, et même souvent, et le pire c'est que souvent ils doivent prendre la décision en sachant qu'ils vont se tromper. Mais ils essaient de prendre la bonne décision. Et la question de savoir si ça va les rendre populaires ou impopulaires n'est pas au premier rang de leurs préoccupations. En tout cas, est très rarement au premier rang de leurs préoccupations quand ils sont aux manettes. Je vous garantis, je vais le dire, ce sera plus facile pour moi, je vous garantis que jamais Bernard Cazeneuve, jamais, n'a géré des décisions au moment des crises en se demandant s'il serait populaire ou impopulaire. Jamais. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que, justement, il a raisonné comme ça, qu'il a toute mon estime et mon admiration. Bah oui.
ne voudrais pas vous donner le sentiment que cette réunion a été trop méticuleusement préparée entre Édouard Philippe et moi, mais ce qui m'a frappé pendant la période du Covid, où il a été amené à prendre des décisions difficiles qui font qu'il a toute mon estime et mon admiration, j'ai trouvé à ce moment-là, je le dis vraiment très sincèrement, et ce n'est pas du tout de mon intérêt de le dire, que certains débats dans l'opposition, certains comportements, alors que la situation est-il d'une extrême gravité, encore récemment, pendant la campagne présidentielle, lorsque j'ai vu certains responsables politiques de l'opposition, et non des moindres, se rendre dans les départements et territoires d'outre-mer pour expliquer que la vaccination était une atteinte considérable portée à la liberté démocratique des citoyens, je me suis dit que la question du courage politique, elle ne concerne pas que la majorité lorsqu'elle prend des décisions. Mais c'est fondamental pour arriver quand même à changer le climat dans notre pays. Ça veut dire aussi que ceux qui sont dans l'opposition et qui n'entendent pas gouverner avec ceux qui dirigent, je m'empresse de le préciser, peuvent avoir tout de même, à l'égard de ceux qui dirigent, là aussi par passion du pays, par esprit de responsabilité, un minimum de discernement lorsqu'ils prennent des décisions pour ne pas se mettre, en raison du bénéfice politique à court terme qu'ils seraient susceptibles d'en tirer, à critiquer par principe, jusqu'à aller parfois dans des propos d'une extrême démagogie, ce qui est fait par ceux qui gouvernent. Et le courage politique, ça consiste aussi, quand on est dans l'opposition, à dire non, là, l'intérêt du pays est en jeu, ceux qui prennent des décisions les prennent en vertu d'un certain nombre de considérations qui nous conduisent, sur ce sujet, à souhaiter ne pas nous opposer à eux. Et pendant la crise Covid, j'ai trouvé qu'il y avait dans la masse de ceux qui regardaient le gouvernement agir certains comportements dont on aurait dû se dispenser. Nous allons prendre une nouvelle question. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Scott, étudiant à Sciences Po Paris. Et j'ai une question pour Madame Schnapper. Selon une enquête réalisée par l'IFOP en janvier 2021, seuls 11% des lycéens considèrent que la laïcité consiste à faire reculer l'influence des religions dans la société, contre 26% de leurs aînés. Ce sondage ne témoigne-t-il pas d'une profonde fracture générationnelle? L'idéal de la laïcité de combat, porté par une certaine partie de la classe politique, n'est-elle pas en décalage avec les aspirations des jeunes générations? Merci. Dominique Schnapper. On constate effectivement, et il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, une fracture générationnelle, c'est-à-dire que la transmission de ce qui m'a, je ne parle pas de ma génération qui est tellement ancienne, mais au moins celle de mes enfants, considérée comme une évidence, comme allant de soi, c'est-à-dire les formes de la laïcité, c'est-à-dire la forme française de la séparation du politique et du religieux, qui est au fondement de toutes les nations démocratiques. Toutes les nations démocratiques respectent un principe de séparation du pouvoir politique et du religieux. Et pour des raisons historiques que vous connaissez tous et qui n'est pas lieu de rappeler, la forme française est celle que prend la laïcité. Et si je prends les générations précédentes, elle allait de soi, et en particulier à l'éducation nationale, il n'y avait même pas de transmission de la laïcité, parce que c'était une façon naturelle de participer au monde de l'éducation. Ce n'était pas remis en cause, parce que ça allait de soi, ça faisait partie comment dire, de l'universalisme républicain, dreyfusard, la laïcité en faisait partie, c'était un point commun. L'Église catholique, contre laquelle s'était faite la loi de 1905, volans-nolens, mais était devenue laïque, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'ambition d'intervenir dans l'ordre politique. Et cette conception commune qui allait de soi, visiblement, n'a plus été transmise à partir des générations de 40 ans, c'est-à-dire les jeunes professeurs et les élèves. Et on a des résultats très, très impressionnants sur la laïcité. Le résultat premier, qui est tout à fait impressionnant parce que c'est vraiment contraire à l'idée même de la laïcité, c'est que la loi religieuse est supérieure à la loi républicaine, ce qui évidemment remet en question
le fondement de la laïcité. Alors, laïcité de combat, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il y a un faux débat sur les formes de la laïcité, sur les limites de la laïcité. On peut comme ça, disserter à l'infini et avoir des sensibilités un peu différentes. Je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est remis dans le problème de la laïcité, remis dans le problème des relations avec des populations de tradition musulmane. Si les revendications, ou si les besoins, ou si les aspirations des populations musulmanes étaient purement religieuses, il n'y a aucun problème pour adapter la loi de 1905 et la jurisprudence du Conseil d'État qui en a suivi pour adapter aux besoins particuliers religieux des musulmans la loi de 1905. Le problème, c'est non pas l'islam, mais c'est l'islamisme. Et l'islamisme, les responsables islamistes, qui sont d'une faible minorité de la population musulmane, mais une minorité agissante, et une minorité qui est liée à des mouvements transnationaux, qui ne sont pas simplement un problème français. Il faut remettre tout ça, comme Jacques Attali l'a beaucoup dit, en dehors de notre petit quartier mondial. Là, il y a un problème parce que, effectivement, de tous les pays démocratiques, c'est la France qui est le plus sensible. C'est d'abord la France qui a la plus grosse population musulmane, en fonction de sa population, qui a aussi la plus grosse population juive en fonction de sa population. Et donc, il y a là un moyen d'attaque, si on peut dire. Et donc, il y a un mouvement qui est un mouvement alors politique sur lequel il faut affirmer les principes de la laïcité, non pas à propos de l'islam, mais contre les visées islamistes qui donnent à des jeunes générations assez nombreuses, vous avez raison, les enquêtes le confirment, l'idée que la loi religieuse est plus importante que la loi républicaine, ce qui met directement en cause le principe sur lequel sont fondées les nations démocratiques, et pas seulement la laïcité française, c'est un principe plus général, donc il y a des formes particulières sur lesquelles on peut discuter, qui est le produit d'une histoire. Merci Dominique Schnapper. Nous parvenons aux dernières minutes de cette conversation. Moi, j'aimerais poser la dernière question à nos deux hommes politiques, puisque nous avons abordé la question du temps en politique dans un de ces aspects qui était fondamental, c'est de mesurer l'impact du temps sur la décision publique. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le temps qu'il faut pour bâtir une carrière politique. Il y a deux noms qui ont été prononcés au cours de ce débat. François Mitterrand, on sait, quelques décennies pour parvenir à l'Élysée, et Emmanuel Macron, quelques mois. Est-ce que l'avenir il faut laisser du temps aux carrières longues, ou au contraire, nous sommes entrés dans un cycle de changement, de renouvellement rapide du personnel politique, et que finalement on ne peut pas miser sur le temps pour bâtir une carrière politique encore aujourd'hui? Quel est votre sentiment à l'un et à l'autre? Mon sentiment, c'est que le temps qu'il faudra pour bâtir une carrière politique sera un élément résiduel par rapport à la sincérité qu'on y mettra. Et que ce sur quoi seront jugés les hommes politiques demain, ce sera sur leur capacité à exprimer, en prenant le risque de se tromper, en se trompant souvent, des convictions de façon sincère. Et ce sont les circonstances qui feront qu'il faudra parfois du temps long, parfois les choses se feront de façon plus brève. Mais quel que soit le temps qu'il faudra, je suis convaincu que les opinions publiques seront de plus en plus intraitables à l'égard de ceux qui se montreront insincères dans l'exercice de leur responsabilité politique. Édouard Philippe. Pour le coup, moi, je ne sais pas répondre à votre question. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens qui se construisent et ont des maturations lentes. Parfois, c'est à dessein et parfois, c'est imposé. C'est-à-dire que de toute façon, le peuple les laisse maturer assez longtemps. Et comme il est souverain, il a raison. Et puis il y en a d'autres qui ont des
des maturations beaucoup plus rapides et des intuitions et qui percent beaucoup plus vite. Et peut-être que justement le peuple saisit cet éclat et ce jaillissement et décide de lui faire confiance. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. En tout cas, il n'y en a plus, ça c'est sûr. La seule chose que je peux dire, moi, c'est que quand on aspire aux responsabilités publiques, on ne peut le faire, me semble-t-il, enfin en tout cas on devrait le faire, me semble-t-il, que lorsque on a pensé une stratégie, parce que je le reviens à ça, c'est essentiel, et ça fait parfois cruellement défaut, c'est pas propre à la France d'ailleurs, quand on a pensé une stratégie, et quand on a, me semble-t-il, enraciné quelque chose, enfin je sais pas, je ne devrais pas dire enraciné parce que traditionnellement c'est un terme qui est très droitier, mais nouer quelque chose alors, on va dire nouer quelque chose d'assez solide avec le pays, et je veux dire avec le pays dans son entier. Alors tout à l'heure on parlait de François Mitterrand, on disait parfois de François Mitterrand qu'il avait la capacité d'avoir une conversation, plus exactement une relation épistolaire avec une personne dans chaque canton français. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit ça parfois de lui. Si c'est vrai, je trouve qu'il y a quelque chose là de cet enracinement, ou en tout cas de cette relation solide nouée avec un pays. Et je pense qu'on disait aussi de Jacques Chirac que toute personne connaissait quelqu'un qui lui avait serré la main ou qui l'avait rencontré, ce qui voulait dire aussi d'une certaine façon qu'on était dans une relation. Alors, je ne dis pas que c'est le bon modèle, mais je dis que, comme après tout, chacun a le droit de choisir le sien, moi, il me paraît que la question de la stratégie à long terme et de la connaissance profonde et si j'ose dire intime du pays me semblent deux éléments essentiels. J'en rajoute un troisième qui prend nécessairement du temps, et ça je crois pour le coup qu'on l'a vu, c'est la constitution d'équipes. Parce qu'on ne dirige jamais seul, on dirige avec des équipes. Et constituer des équipes, c'est-à-dire créer la grammaire et l'affectio societatis avec des femmes et des hommes qui savent ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, qui vous comprennent, que vous comprenez et qui sont capables d'agir de concert, le mot est bien choisi, de concert, ça pour le coup, ça prend du temps. Et donc je pense quand même que dans l'exercice de la conquête, il y a une dimension de temps et de maturation qui sont indispensables. Merci Édouard Philippe, merci Dominique Schnapper, Jacques Attali, Bernard Cazeneuve, merci à tous les étudiants. On n'a pas pu malheureusement prendre toutes les questions, mais ce débat est terminé et merci de votre présence nombreuse et attentive.